Ok, bon après-midi. Nous avons aujourd'hui avec nous Germain Brion. C'est bien prononcé? C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça, ok. Et qui est donc ici à San Francisco, je suppose, Tout à fait. et qui vient d'arriver à San Francisco. Installé depuis le 3 janvier, ouais, depuis Ah, 4 mois. c'est quand même assez récent. Oui, tout à fait. Ok. Et donc j'ai rencontré Germain, je pense il y a à peu près 3 semaines. C'est ça. Je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Et puis, je ne connais pas beaucoup, mais on va se connaître un petit peu aujourd'hui en t'interviewant. Donc, Germain, tu es français. Je suis français d'origine, oui. Je suis né en France, dans le Nord. Tu es français et tu as vécu toute ta vie en France? Non, quand j'avais 18 mois, on a déménagé aux États-Unis, en Floride. Ah, tu es déjà venu ici Donc j'ai alors? déjà vécu aux États-Unis Ah, d'accord. jusqu'à mes 18 ans. Ah, Et d'accord. après le lycée, je suis reparti à l'étranger. Oui, D'abord au Canada pendant 4 ans, ensuite en Angleterre pendant 1 an, oui. en Chine 6 mois, et puis après en France depuis 10 ans avant de venir ici à San Francisco. D'accord. Donc, tu as fait un petit tour et puis on va retourner vers ton pays. Oui, je sais pas lequel des deux est mon pays, mais voilà. Ouais. Est-ce que tu te sens plus près de la France ou plus près des autres pays, d'un des autres pays que tu as visité? Culturellement, je me sens européen, Oui. quand même français. Oui. Euh, L'Angleterre, tu aimes bien? J'aime bien l'Angleterre, j'aime bien Londres, mais Londres, c'est pas une ville anglaise. Londres, c'est une ville mondiale. Ah oui, c'est très Et, mélangé. Oui. et c'est ce que j'ai aimé là-dedans, c'est qu'on a l'impression que le cœur du monde bat à Là-dedans. Londres, ouais. Beaucoup plus Oui, qu'à New mais York. est-ce que c'est un peu comme San Francisco? San Francisco, c'est une petite ville. Ah, Londres, c'est 10 fois plus grand. Ouais, c'est ça. Et San Francisco, on est un peu plus tranquille. Il fait beau, donc on profite aussi un petit peu du soleil. Oui, d'accord, les Euh, gens sont un peu plus lents. ouais, c'est ça. Londres, ça va un peu plus vite. Et la vie est plus calme. Ici, oui. Il y a une très belle qualité de vie d'ailleurs, et un très bel équilibre entre le travail et la vie personnelle D'accord. qu'on arrive à trouver ici. Londres, pour moi, est une ville plus mélangée, plus internationale que San Francisco, même si San Francisco a quand même beaucoup de personnes du monde entier qui viennent se retrouver ici, notamment autour de la technologie. Ouais. D'ailleurs, je viens de lire cette semaine qu'ils ont élu un maire musulman à Londres. Je ne sais Ouais. pas si tu as lu ça. J'ai lu ça, j'ai vu ça. Je trouve que c'est très bien. C'est un progrès, je crois. Oui, c'est un progrès. J'ose espérer qu'à Paris, on pourrait faire la même chose. Mhm. J'ai pas de doute qu'à San Francisco, Ça se ça se ferait facilement. Oui, Mais c'est un beau signal pour le monde, dans un temps où ça fait maintenant 15 ans qu'on nous rabâche des problèmes de conflits, avec les etc., musulmans. Ouais. avec les musulmans, que finalement, là, il y a un message du peuple qui dit, bah, en fait, et d'ailleurs, quand on écoute les Londoniens qui ont voté, l'aspect de la religion du nouveau maire avait relativement peu d'importance dans leurs décisions, ce qui est encore plus puissant comme message. Et, voilà. C'est super. Ouais, non, c'est un beau message. C'est super parce qu'ils ont aussi donné un message au monde entier comme Ouais. ça. Ouais. Ouais. Et ils sont combien? Ils sont 12 millions? Je pense, oui. Ils sont 12 millions à Londres et dans l'agglomération. Moi, je me souviens aussi, j'y étais en 2005 quand il y a eu les bombes dans le métro et le bus à Londres. Et c'est pareil, cette façon anglaise avec un calme, c'est le keep calm and carry on. Ah bon? Un calme, une sorte de. Et la vie qui continue, pas d'affolement. Enfin, ils ont ce recul un peu culturel sur certaines choses dont on pourrait un peu s'inspirer, je pense. Ben, c'est super que tu aies pu vivre là-bas, de connaître les gens de Londres, etc. Donc tu travaillais dans la même fonction que tu as maintenant? Ah non, pas du tout. Non, j'ai beaucoup changé de métier? domaine, de Oui. métier dans ma carrière. À Londres, j'étais étudiant, en fait. J'ai fait un master en politique comparée. En France, quand je suis rentré en France, c'est là où j'ai commencé à travailler. J'ai travaillé d'abord dans l'immobilier, ensuite dans la finance. Ensuite, j'ai créé une première entreprise d'investissement immobilier, Ah bon? une première start-up ensuite de téléphone pour personnes âgées. Ah bon? Deuxième start-up d'application pour que les parents puissent apprendre à leurs enfants comment utiliser les téléphones et les tablettes de façon responsable. Ah bon? Et suite à ça et à la sortie de cette société l'été dernier, je suis venu ici au mois de septembre pour voir si je voulais déménager ici.
Et dans un Uber Pool, donc les Uber qui sont partagés où on ne connaît pas forcément les autres passagers, j'ai rencontré un jeune Indien qui avait lui créé une start-up en Inde qui s'appelle Chargebee et qui travaille dans les solutions de paiement et qui m'a proposé de venir ouvrir leur bureau ici à San Francisco. Donc tu l'as rencontré en France? Non, j'ai rencontré dans un Uber à San Francisco. Ah, tu l'as rencontré ici, tu étais ici en vacances? J'étais ici en exploration pour voir si je voulais venir et je suis rentré dans un taxi quoi, et un autre passager et tout de suite on a sympathisé. Le taxi est devenu un café, qui est devenu un déjeuner, qui est devenu viens ouvrir notre bureau ici. Nous on est basé en Inde et on a besoin d'une représentation ici. C'est super parce que j'admire cette façon d'être, ta façon d'être plutôt, que tu n'as pas de blocage. C'est-à-dire tu t'es pas dit quand tu l'as rencontré, non je veux pas travailler pour un Indien par exemple. Mais c'est bien que tu as un esprit super ouvert. Alors, c'est intéressant parce que je me suis fait la réflexion. Mon grand-père et mes grands-pères sont décédés, mes grands-parents. Mais je me suis dit, quand j'ai eu cette proposition, comment est-ce que j'aurais pu leur expliquer que je suis allé à l'autre bout du monde, que donc Krish, le CEO en question, était en voyage à San Francisco également, que dans un taxi partagé qui n'est pas vraiment un taxi, on s'est tous les deux rencontrés et que maintenant, moi, je travaille pour un Indien, une société indienne aux États-Unis. C'est incroyable. Ouais, c'est ça. Et c'est aussi comme quoi le monde a vraiment énormément changé. Les 20 dernières années, mais les 15 dernières années, il y a eu une accélération incroyable. Ma première fois en Inde, c'était en 2002 en voyage. Et là, quand j'y suis retourné pour le travail, pour rencontrer mon équipe là-bas, ce changement incroyable en 13 ans d'un pays qui s'est vraiment transformé et où maintenant on partage une culture mondiale avec mes collègues de travail et qui fait qu'on peut travailler ensemble en fait. Super. C'est que, enfin, il y a des gens par exemple qui ont des préjugés et qui se disent bon, les Indiens ils sont comme ça, je veux jamais vouloir travailler avec des Indiens, mais les Indiens ils ont changé aussi. Alors les Indiens ont beaucoup changé, c'est vrai. Moi la première question quand je dis que je travaille pour une société indienne, c'est souvent est-ce que c'est pas trop dur? Alors c'est parce que les gens ont eu des expériences avec des entreprises indiennes dans le cadre de sous-traitance la plupart du temps, et que la sous-traitance c'est toujours un petit peu compliqué. Moi en tout cas non, ce qui est dur c'est qu'on a 12h30 de décalage horaire, donc j'ai une équipe de 10 personnes là-bas et ça fait que faut les appeler oui, ça commence un peu tôt le matin et ça reprend le soir pour nous quand c'est le matin pour eux. Donc là-dessus c'est un peu compliqué, mais à part ça c'est un problème logistique. Culturellement ça se passe très bien. Ça va, ils communiquent bien avec toi? Oui, tout à fait. Je suis bien contente d'entendre ça. Et en plus, ils parlent tous très bien l'anglais. Ils parlent tous très bien l'anglais. Et puis, ils ont aussi compris que ils ont leur culture. Et par exemple, dans la culture indienne, on ne dit pas souvent non. On n'est pas très franc et direct, comme on peut l'être en France et aux États-Unis, de façon différente. Mais les deux, on peut être très... Et en plus, ils sont bouddhistes. C'est-à-dire, ils ont une culture différente. Oui, ils ont une culture très différente là-dessus. Mais ils comprennent que moi, je viens de... Enfin, il y a aussi ce recul de se dire, on travaille avec quelqu'un qui, lui, a aussi une autre culture. Donc, on se comprend, et puis il y a des voilà, on se pardonne beaucoup en fait dans notre façon, et puis ça marche bien. Pas voir ton visage parce que tout se fait par téléphone. Alors tout se fait par téléphone, ça c'est un autre élément que je dois dire qui est quand même absolument fantastique, et on fait des appels par visio de temps en temps, etc. Et on a parfois Taïwan, le Chennai où Chargebee est basé, Los Angeles et Londres en ligne en même temps, sur des systèmes où moi je suis, par exemple, puisque ça peut être le soir, je suis à un restaurant et je m'excuse pour sortir pour prendre ça. Sur mon téléphone, on est tous en train de communiquer comme ça, mais sans problème. Et je trouve qu'on se rend plus compte à quel point ce phénomène est incroyable. Enfin, c'est juste, il y a 10 ans, c'était impossible de faire ça comme ça, et maintenant c'est... Donc tu as conference call sur ton portable? Sur mon portable, oui. Où ils peuvent partager, donc avec notre équipe de design, par exemple, quand on refait des plaquettes. Sur mon téléphone, je vois en temps réel leur écran où ils sont en train de faire des modifications, et on discute des modifications en temps réel quand ils sont en train de les changer. C'est quelle plateforme ça? On utilise Zoom, qui est un concurrent du GoToMeeting, mais il y a Skype, il y a Hangout, maintenant il y a WhatsApp, on le fait sur tous ces formats. Et donc, c'est juste... Vous pouvez être jusqu'à combien sur le téléphone?
Nous, on a une licence corporate sur Zoom, donc sur je Zoom. pense c'est 200 personnes ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est C'est beaucoup bien. plus que ce qu'il nous faut. C'est un compte spécial, Ouais. pour entreprise. Ouais, mais après, ça coûte, je sais pas, ça coûte $8 par mois par utilisateur. C'est tout? Enfin, c'est rien, ouais, c'est ça aussi. C'est le coût des pouvoir le transports, des faire choses, n'est pas très des élevé. communications, tout ça est extrêmement bas. Et je trouve qu'on. Enfin, moi, j'aime bien toujours m'émerveiller devant ces Est-ce que changements. donc c'est avec ta compagnie que tu communiques et non avec les clients? Les deux. Les deux. Donc moi je m'occupe, mon titre c'est Vice President Sales Partnerships and Customer Success. Donc tu Donc dois je tout fais faire. la vente, les partenariats et le suivi des Customer Le Success. suivi pour qu'ils soient contents. Ouais. Et si possible pour essayer d'augmenter aussi la tarification. CRM, Ouais, pour voilà, pouvoir augmenter leur participation. c'est ça. Tu utilises Salesforce, On utilise Salesforce. Moi je l'avais jamais utilisé avant. mais ils ont beaucoup d'applications maintenant. Ouais, ils ont beaucoup d'applications. Ouais, alors Il faut les apprendre, c'est ça? ouais, il faut les apprendre. Et puis il y a tellement d'outils, il y a tellement d'offres de services là-dessus aujourd'hui qu'il faut vraiment trouver le compromis entre le temps qu'on met à renseigner, à apprendre, et puis à renseigner après, faire tout le reporting à l'intérieur, et puis la vraie valeur que ça peut nous apporter. Est-ce que Salesforce vous train? À ma connaissance, non. Moi, j'ai eu aucune formation moi-même. J'aurais jamais posé la question. Donc, j'imagine que si je leur posais la question, ils pourraient en tout cas m'orienter. Mais maintenant, le training, ça se fait beaucoup par des vidéos, par des choses. D'accord. Non, parce que chaque 2 mois, je filme les 2 Salesforce Integration Analytics et il y a toujours 2 speakers qui parlent de leur application. Et elles sont toutes différentes. Ouais. Et tout dépend si tu veux développer des leads, si tu veux ajouter des milliers de fichiers, si tu veux bien classifier, si tu veux mesurer qui tu dois appeler. Donc toutes ces applications, elles sont différentes, mais elles sont géniales. Ouais. C'est-à-dire il faut découvrir celle dont tu as besoin. Alors la grande force de Salesforce, quand on rentre dedans de l'extérieur, pour moi l'interface est terrible, est pourrie. C'est vraiment pas fait pour l'utilisateur. Ça ralentit. Ouais, il y a trop de choix, les menus sont anciens. J'ai l'impression d'être en l'an 2000 sur un logiciel. Enfin bon, et j'ai pas peur à le dire. Je trouve que c'est pourri. Ce qu'ils ont réussi à faire, ça ralentit. Ouais. Ce qu'ils ont réussi à faire en revanche pour défendre leur position qui est maintenant considérable sur le marché, c'est ils sont devenus une plateforme sur lesquelles on développe d'autres services. Et maintenant, en fait, dès qu'on rentre dans cet écosystème-là, en fait, on est piégé. Et donc, on n'utilise plus Salesforce forcément par choix, mais juste parce qu'on a besoin d'accéder à l'écosystème de toutes les autres applications que les autres ont développées. Ils ont créé une puissance de plateforme qui aujourd'hui, dans la tech en tout cas, est reconnue comme une bonne position défensive. En fait. Oui. Et on appelle ça c'est un moat, un peu comme des douves, quoi. Voilà. Et donc ça leur permet de garder cette position parce qu'il y a un écosystème autour d'applications et de services dont vous parlez. Il faut prendre le temps de les apprendre, c'est ça le problème. Ah oui, non, c'est toujours pareil. D'accord. Non, mais je te connais pas, mais je t'ai écouté au téléphone, tu étais extraordinaire. Ah bah merci. Oui, c'est vrai que j'avais un appel client pendant qu'on était ensemble en voiture. C'est incroyable comment tu communiques bien avec eux et comment tu as pu... en quelques minutes, bien établir un rapport avec le monsieur et continuer la conversation pour qu'il te fasse confiance. Ouais. Et ça, c'était bien. Je trouve que c'est un niveau assez élevé. C'est pas tout le monde qui peut faire ça, en tout cas. Je trouvais que c'était très bien fait. Et donc, c'est pour ça qu'ils t'ont engagé, sûrement, parce que tu arrives bien à communiquer avec ce genre de personnes. Je sais pas exactement pourquoi ils m'ont engagé à ce titre-là, parce que en fait, j'avais aucune expérience dans le domaine du B2B, dans les ventes entreprises, dans le. Ils se sont dit oui, c'est lui qui doit faire ça. Avec Krish, on a eu une rencontre humaine. Moi, je cherchais rien en lui parlant, il cherchait rien en me parlant. On a sympathisé. Il y a eu une rencontre de personnes, d'hommes en l'occurrence, qui se sont appréciés et qui ont commencé à développer très rapidement une relation d'échange. Et je pense qu'ils ont aimé le fait. Il y avait un match. Oui. Et puis après, ils se sont dit, il a été entrepreneur. Donc, s'il est autonome et indépendant aux États-Unis, il saura constituer une équipe, faire ce qu'il faut. On n'a pas besoin de le superviser. Voilà, d'accord. Il saura gérer son temps et on n'aura pas. Voilà. Je pense qu'il y avait de ça. Est-ce que tu gères aussi ta propre entreprise ? Alors, moi, mon entreprise en France,
est en cours de fermeture. Enfin, Elle est en veilleuse? elle est en veilleuse parce qu'on a eu une difficulté avec Google au début de l'année 2015, qui ont supprimé notre application du store parce qu'on arrivait à contrôler les services de Google. Donc, ils n'aimaient pas ce contrôle-là sur les téléphones des enfants. Et donc, on est en cours de procédure. La Commission européenne a actuellement une enquête contre Google sur abus de position dominante sur Android. Oui. Et on a joint notre dossier à cette procédure. On attend le résultat de la Commission pour voir. Voilà. Mais ils ont effectivement... on était en levée de fonds quand ils ont fait ça. Ça a de fait tué notre levée de fonds. Ah bon? Parce que les investisseurs, ils se posent pas trop... Les VCs, s'il y a un seul nom, il y a tellement de risques dans les startups que s'il y a un seul nom sur la ligne, une trace noire, ils arrêtent. Ils arrêtent. Et un litige avec Google, c'est même pas pot de terre contre pot de fer. Il y a aucune. Heureusement, la commission a commencé, mais ça va prendre combien de temps? Donc, on a réussi à vendre la technologie qu'on avait développée à une autre entreprise. Donc, ça c'est bien. C'est bon. Mais en revanche, ils ont quand même tué la croissance de notre entreprise. Donc, j'ai plus, moi, d'entreprise active. Tu peux faire un pivoting, changer. Oui, là, je suis dans cette nouvelle aventure avec Chargebee. Ça prend tout mon temps. On a développé une solution qui résout un vrai problème chez les entreprises en SaaS. Ah bon. Donc, toutes les entreprises qui ont maintenant qui vendent un logiciel avec des abonnements mensuels, le problème se pose de ce qu'on appelle l'intelligence de facturation. Donc, comment est-ce qu'on sait quand procéder à un paiement, combien, si la carte est provisionnée ou pas, etc., etc. Et donc, nous, on fournit ce service-là, cette couche là-dessus, chez Chargebee pour tous les modèles, pour pouvoir gérer ça. Donc, on fait ce qu'on appelle du billing intelligence. Et il y a un vrai besoin. Comme ça, tu vis leur bon moment. Oui, non, mais on a deux VCs de première qualité qui sont Accel Partners et Tiger Global Management qui ont investi là-dedans. On a une croissance depuis le début de l'année assez incroyable. Ouais. Et donc, pour l'instant, je suis entièrement dans cette... Oui, ça répond à un vrai besoin. Et je pense que moi, j'étais sensible au produit et à l'entreprise aussi parce que ce besoin, je l'avais ressenti dans mon entreprise précédente où on avait un système de paiement d'abonnement et on avait développé en interne le système, ce que font beaucoup d'entreprises de gestion des abonnements. Ouais. Et c'est toujours des problèmes. Et c'est pas notre produit, les entreprises perdent beaucoup de temps à décider comment il faut faire. Il y a toujours, on veut faire une offre pour la fête des mères, tout ça devient très, très, très vite très compliqué. Et je ne savais pas que des solutions comme Chargebee existaient. Si j'avais eu ça, ça nous aurait permis de gagner un petit peu de temps et de se concentrer sur notre produit, en fait. Ce qu'on dit, nous, aux entreprises, c'est qu'ils ne développeraient pas leur propre navigateur web en interne. Pourquoi est-ce qu'ils développeraient leur propre système d'intelligence de facturation? On le fait. Et ça a été développé en Inde? Ça a été développé en Inde. Ils ont créé l'entreprise en 2011. Ils ont lancé le produit en 2013. Maintenant, on a plus de 2000 clients dans 51 pays. On gère près de 300 millions de dollars par an, avec une croissance à 2 chiffres. Tu veux dire à double digit? Double digit growth par mois, donc ça fait beaucoup sur l'année. On est très content et on vient de signer un partenariat avec une entreprise qui fait des solutions de paiement sur lesquelles on se greffe, qu'on va annoncer la semaine prochaine. Peut-être qu'en apprenant tout ça avec Chargebee, ça te permettra peut-être dans quelques années de monter plus haut et de commencer à nouveau une nouvelle entreprise toi-même. Je me pose, forcément, on se pose la question. Moi, j'ai toujours voulu créer mon entreprise. Je l'ai fait à 3 reprises en France. Là, je suis venu ici. Ça fait du bien aussi d'être salarié, de ne plus porter le poids. J'avais pas de cofondateur dans mes entreprises, donc ce poids était très lourd. Ouais. Et cette solitude de l'entrepreneur, dans mon expérience, ça paraît, mais il y a que les autres entrepreneurs qui peuvent vraiment la comprendre. Oui. Même si on a un entourage proche qui a beaucoup d'empathie et de compréhension pour ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment avec les autres entrepreneurs qu'on trouve l'écho de cette solitude et de ces sortes de montagnes russes d'émotions qu'on vit tous les jours.
Et donc, ceci dit, ça fait du bien d'être salarié dans une entreprise où on a une croissance, j'aime bien ce qu'on fait, il y a des beaux défis, il faut construire des choses, c'est international, et en même temps, j'ai mon autonomie. Donc ça, c'est assez idéal. Ceci dit, je sais que j'ai le virus de l'entrepreneuriat. Ouais. Là, j'ai l'impression quand même d'être entrepreneur à l'intérieur d'une entreprise. On peut aussi entreprendre à l'intérieur parce que il me donne cette autonomie pour développer les États-Unis, des partenariats, etc. Donc ça, j'ai quand même cet aspect-là. Je pense qu'un jour, je vais recréer quelque chose. Oui, parce que tu es très jeune, ouais. Oui. Donc, ça te donne beaucoup d'expérience internationale pour toi-même. Oui. Non, c'est très riche. Et moi, j'adore les expériences différentes et variées. J'ai toujours été en désaccord. Enfin, pour moi, le problème, c'est que la vie, elle est tellement courte et il y a tellement de choses que j'ai envie de faire que ce modèle de dire on fait une chose. Quand je suis rentré en France, j'avais fait des études donc, de philosophie et de sciences politiques avant. Je voulais travailler chez un promoteur immobilier. On m'a dit, mais vu tes études, tu devrais être prof. C'est pas bon. Et en même temps, on arrive à apprendre des choses. De toute façon, on arrive à s'adapter assez bien et c'est beaucoup plus riche pour moi. Je suis ravi d'avoir eu plein d'expériences différentes et j'ai hâte de vivre toutes les autres expériences qui attendent dans la vie. Oui, non, mais parce que, enfin, en t'écoutant, je pense qu'ils t'ont donné, disons, les rênes d'une parcelle de la compagnie, tu es plutôt ton propre chef d'entreprise. Et eux, bon, tu dois leur dire combien de progrès tu fais chaque mois ou par an. Est-ce que tu as l'occasion aussi d'avoir, étant donné que tu parles français, d'avoir pu développer des comptes au Canada et en France, par exemple? Alors, on n'a pas encore. Le Canada est un marché relativement petit, important mais relativement petit par rapport aux États-Unis. Oui, c'est comme 1 million au Québec, c'est ça? Ouais. Donc on n'a pas. Ceci dit, il y a beaucoup d'entreprises en tech qui sont basées à Montréal. Et c'est un endroit très intéressant pour les entreprises pour s'implanter. Mais c'est donc là. Après, moi, je compte bien pousser le développement en Europe. Pour l'instant, on pousse le développement aux États-Unis. Cet été, on va sortir une solution qui permet de gérer la norme CEPA, qui est le système de prélèvement automatique qu'on utilise beaucoup en Europe. Phénomène assez intéressant, aux États-Unis, il y a à peu près 80% des transactions en ligne qui sont faites par carte bleue et 20% qui sont faites par virement ou prélèvement. En Europe, c'est strictement l'inverse. On utilise plus rarement notre carte bleue, on donne plus facilement nos coordonnées bancaires à une entreprise en Europe que notre carte bleue, notre numéro de carte. Et donc, nous, on n'a pas la norme CEPA, qui est la norme européenne des prélèvements automatiques. Aujourd'hui, on ne fonctionne pas avec cette norme. À partir de fin juillet, on aura ça. C'est un élément indispensable pour notre développement européen. Donc, à partir de ce moment-là, on va commencer à se concentrer un peu plus en Europe. Comment tu sais que c'est à partir de juillet? Ils te l'ont dit? Je travaille étroitement avec l'équipe en développement technique. Donc moi, je négocie le partenariat avec la solution de paiement qui va nous permettre de faire ça. Nous, il faut qu'on intègre ça en interne. Et donc, on se met d'accord sur un calendrier. Donc, autant aller avec les gens qui d'abord utilisent les paiements que vous... En fait, nous, donc, pour expliquer... les 20-80 nous, on n'est pas... Non, pas les 20-80. Là où on se met dans l'écosystème, nous, on n'est pas ce qu'on appelle en anglais un payment processor. On n'est pas comme PayPal, Visa, Mastercard, où on a des relations directement avec la banque pour effectuer les règlements. Donc, nous, on se met au-dessus de tous ces gens-là pour leur dire quand ils doivent effectuer des paiements. Donc, on a toujours besoin de partenaires en dessous qui s'occupent, eux, de l'aspect transaction, paiement, stricto sensu. Et nous, on fait l'aspect intelligence de savoir quand un paiement doit avoir lieu. Mais c'est eux qui font. Donc, on a besoin systématiquement d'avoir des partenaires, donc un partenaire là en Europe en l'occurrence, qui lui a des accords avec les banques centrales européennes, etc., qui peut faire des demandes de paiement récurrent auprès des comptes, sur des comptes, qui connaît toutes ces normes de sécurité qui ne sont pas notre métier. Et il nous faut un partenaire comme ça. Donc là, ma feuille de route, c'était d'abord un partenaire aux États-Unis qu'on vient d'annoncer sur les cartes bleues, vu que le marché ici est plutôt en carte bleue. Et là, on est en train de négocier un contrat avec un partenaire européen pour le développement technique qui sera terminé pour le recurring payment en norme CEPA, en paiement récurrent. Quel est le meilleur jour, le milieu du mois?
Pour, En fait... après que les gens aient payé leur facture au 1er du mois, non? Oui, la solution la plus simple du niveau du vendeur, c'est de dire on facture le jour de l'abonnement. Ah. Si on commence à grouper toutes les factures en disant début de mois ou fin de mois, il y a un problème de proration, donc il faut, si vous vous abonnez le 7 juin, il faut qu'on détermine le 30 juin 23, 24, 30e de... Enfin voilà. 7 jours avant. Ouais. Faut qu'on retire les 7 premiers jours de juin dans votre paiement du mois de juin. Tandis que si on vous facture le 7 de chaque mois, on n'a pas ce calcul à faire. On sait faire ce calcul, ça se fait, mais ça complique la comptabilité. Mais vous faites la demande de paiement 7 jours avant, c'est ça? Non, pour les prélèvements automatiques, on fait le jour même. On peut facturer le jour même. C'est sur les banques alors qu'il faut 7 jours d'avance. Oui, ça c'est le système bancaire qui est un peu archaïque, qui fonctionne avec ces normes où il y a des histoires de 7 jours, mais ça dépend après des montants. Maintenant, ils sont devenus beaucoup plus souples. Okay. Justement, l'idée de la norme CEPA, c'était de dire on raccourcit, c'est une norme européenne, et on essaie de raccourcir les délais des virements et de simplifier l'aspect des virements parce que ça coûtait trop cher, ça prenait trop de temps, et c'était juste parce qu'il y avait un problème il fallait que tout le monde soit sur la même page des normes. Voilà. Pour les virements. Et c'est pour ça qu'on est tous passés. On avait avant en France les RIB et maintenant on a tous les IBAN. Et les IBAN font partie de cette norme. C'est pour avoir la codification des comptes bancaires. Pour que quand une banque française et une banque allemande se transfèrent de l'argent, il n'y a pas de problème de réconciliation de quelle est la norme du compte, etc. D'accord. C'est tout à fait entre les banques et tout ça. Ouais. C'est entre les banques. Okay. Ouais. Bon, d'accord. Bon, j'ai l'impression que tu t'y connais très bien du côté européen ou américain. Tu as tout exploré jusqu'à présent. A fortiori, avec le métier que j'exerce maintenant, il faut que je me renseigne un petit peu. Mais à jour sur ce qui se passe, oui. J'ai quand même, quand je parle aux professionnels de solutions de paiement, l'impression d'avoir encore beaucoup de choses à apprendre. Ouais. Surtout avec les nouvelles mesures de sécurité, avec les puces et tout ça. Les mesures de sécurité, alors les puces, et puis après, il y a ce qu'on appelle FATCA. Donc ça, c'est les Foreign Account Tax, enfin Compliance, c'est l'histoire américaine des normes où ils veulent savoir tous les comptes mondiaux de leurs ressortissants ou de leurs résidents. Et puis après, il y a ce qu'on appelle KYC, Know Your Customer. Maintenant, les banques, et a fortiori nous, indirectement, quand on fait des paiements, on doit savoir qui est le client. C'est notre responsabilité de savoir que notre client n'est pas affilié à du terrorisme, du blanchiment d'argent, etc., etc. Et ça crée tout un système et ça change tout le temps, ça devient compliqué. Enfin, ça crée des tas de réglementations et d'obligations. À mon avis, démesurées par rapport à l'efficacité, au risque vraiment que ça représente. Mais bon, ça, c'est peut-être pas la position la plus populaire en ce moment, mais je pense qu'on est allé trop loin dans le domaine de la réglementation bancaire. Mais en tout cas, on a ces obligations, on les subit, bon. Et donc, c'est ce qui prend du temps. Et tout notre enjeu, par exemple, c'est quand on signe avec des partenaires, parce qu'ils ont ces obligations, c'est de dire, nous, on a, la plupart de nos clients sont des startups. Ce sont des gens qui ont besoin d'aller vite. Ils ont besoin d'une solution où ils arrivent, c'est branché, ça marche, ils facturent des clients le jour même. Okay. On ne veut pas de délai de 7 jours, etc. Et donc, nous, on choisit que des partenaires qui sont capables de faire ça. Alors, ça veut dire qu'ils prennent un risque supplémentaire. Donc, le risque, ça se paye. Enfin, il y a des choses comme ça. Mais en tout cas, on prend que des partenaires qui sont capables de faire ça parce que nos clients ont besoin de cette rapidité. D'accord. Et après, ensuite, derrière, on prend pour valider et réduire le risque dans le temps. Dans la sécurité. Ouais. Okay, je crois que tu as très bien expliqué en français. Et donc, je vais essayer de voir si je peux te faire parler en anglais. Peut-être un peu plus court parce qu'on a déjà parlé pendant 28 minutes. Mais on fera ça, disons, en 15 minutes en anglais pour voir ce que tu fais. So we have with us Germain Briand, who is a French person. Mm-hmm. Yes. And he has been in the United States recently, I guess a few months, you said? Yeah, 4 months. I arrived at just a few months. But you have been before in the United States? So I grew up in the United States, which is why I don't speak English with a French accent. I was... How many years? 17 years. So that long? The first 17 years of my life where I like to say I lived in a French house in the United States. Okay. Your parents were French? Both of my parents are French. We were supposed to stay for 2 years.
and You they ended still up live. staying a long time. Yeah, and they still live So there. you went to American schools? I went to only American schools. Oh, I wouldn't have guessed it. Yeah, So you have no English, French accent when you speak English. that's correct. Yeah, Oh, that's why. That's Yeah, why I yeah. couldn't figure that one out. Yeah, So yeah. now I understand. So you have a perfect English in terms of accent. Yeah. But when you speak French, do you have an English accent? Or did anybody tell you? I don't know. I don't so think so. people only tell me, and they say it even in English. It's kind of funny. Yeah. When you first meet people, they don't say anything, and then when you say, "Oh, but I grew up in the United States," or Then they when try when to I tell detect. Americans I've been living in France for 10 years, Yeah. then everybody, "Oh yeah, there's a little something." Oh, So- because I didn't detect it Yeah. until you told me. Now I say, oh, maybe I did, but I didn't. No, I think You yeah. speak perfect in French because your parents spoke French at home. My parents spoke French at home. I had probably more of an accent when I moved to France 10 years ago than now. So now you're totally bilingual. I mean, Totally bilingual. What's interesting is since I never studied French, you just heard it. I at just home. heard it at home. I taught myself how to read. That was okay. But then the problem was writing. And when I moved to France in 2005, when I reread what I wrote in 2005 in French, it is horrendous in terms of spelling. And then luckily, and I mean, by being there and working there, and people were patient enough with me and understanding that I was able to, now it's okay. Awesome. So you won't have any problem communicating with the French or the English-speaking world. And what percent? I mean, in the world, most people speak English more than French, correct? Yeah, I think that's true. Yeah. So it's good that you grew up here. Then. Yeah, I'm very lucky. Yeah. So here you are, and all of a sudden you ended up a wonderful job. You say you're VP already? Yeah. How did they start you at such a high level? They didn't start you just as a salesperson first. Yeah, well, I mean, I think there are a couple things. First of all, I had started 3 companies before, So you already were so I have at a little bit high of level. experience, and I think also they wanted to send a message to the market that when they were opening their office in San Francisco, they're doing it at a high level, Okay. and they wanted to signal also that I would have the autonomy to decide sort of how Make decisions. about Which things you had related to experience sales and from- partnerships. From being a CEO before. Exactly. Oh, so that's how you negotiated your title. I mean, you didn't ask for it; they gave it to you. Yeah, they came It up was with pretty automatic. Yeah, they came very quickly with overall decision. conditions that were that. They didn't say we're gonna first try him as a salesperson. No. They decided to first To- right yeah. away to put you in charge. Yeah. That's awesome. Yeah, no, it's great. It's great. It's exciting, Which and is exactly what you wanted. You didn't want to report to your sales manager. I think that was the big question I had coming here and wondering whether I was going to start something or get another job. Is if you get another job once you've been your own boss, how do you work? Adjust. Yeah. You don't want to report to your boss. No. And you always report to someone, right? Yeah. You always, even as a CEO, you've got investors and you've got employees Yeah. and you've got customers. So you always report to someone. But It's having a certain sort of level. direct, which I'm very happy. So there's the title, but there's also the way that I work with ChargeBee, and the way that they treat me is really as somebody who has a place at the table to discuss at the highest level for the company Great. to discuss with there are 4 co-founders, to discuss with them and other key stakeholders in the company which way we should take the company. And I mean, ultimately, decisions They have get your feedback. yeah, they get the feedback, they listen, we talk, and you really feel, or I feel from the beginning that I've been sort of integrated and trusted, and that feels really good. Oh, that's awesome. That's awesome. And the people you speak to, you say the 4 partners, are they pretty much on the same wavelength? Yeah, I mean, they have they're very complementary in personalities. because they have, they're their all own, different. Yeah, Okay. They have their own also responsibilities. exactly. One is a CTO probably. Yeah. One is a CEO. Yeah, one is a CEO. Another one is kind of a Marketing. COO. No, the CEO does the marketing, and then Okay. there's a And you COO, are in charge of sales. and I'm in charge of sales. And Okay, so pretty much a lot of everybody has very big responsibilities. yeah, I mean, that's what happens in a sort of fast growing company, and so
But even though you said your salary, you also have, because you're in sales, there's also bonuses if you perform very well. Yeah, there are obviously bonuses. I mean, But if you bring in a lot of business to the company, they're gonna recognize that. yeah, I think there are two things. There's the contract or the conditions that we negotiated, and then there's the fact that they are generally very fair people who will recognize the value that's brought when it's brought. I just started, I know. and It's so we're doing a lot of big moves. Yes. But yeah, I mean you feel good about the company. I feel very good about the company, and I'm very excited about what I think we can do in the next sort of 8 or 9 months. And I think that the beginning of 2017, Chargebee will be a company at a very different scale than what it was at the beginning of 2016. Is it the one-on-one sale, or people can just sign up online? People can sign up online. So our solution, we do recurring billing management and automated invoicing. Okay. It sounds a bit complicated. You have to do a follow-up? We have a pretty what we call low-touch sales process. So a lot of it comes from inbound. Mm-hmm. When we go a bit higher up the stack in terms of enterprise customers, some bigger customers, then that's when we get involved. But mainly we try to have a solution that is kind of plug and play. You come in, you sign up, it works. If you need a demo, if you need us to hold your hand, then we do it. That's me or my team. I have a 10-person team in India that works for me, and so works with me, and so it's one of us takes it. Yeah, depends on sort of the profile of the customer and what they have. Yeah. But since you don't have any accent, it's better they speak to you. So at times in the United States, we get some people who prefer to speak because so at the beginning when we were talking in French, we were talking about all these great video conferencing and conferencing tools with voice over IP. That can be good, but if you have a connection that's a little unstable, as it can be in India from time to time, it's better to do it from here. It's better to do it from here. If you add the accent to a complicated connection, it's sometimes a bit complicated. Sometimes there are calls where the customer wants to speak to somebody in the U.S. and I take those calls. Other times they're just there are calls where things are happening with the customer, and I have an excellent team. I mean they're really fluent in English and smart and creative and very autonomous, and so I have no problem trusting them. Because considering the fact that you have a perfect English, I assume that an American would be very comfortable communicating with you. I have no biases, but if someone calls me with an Indian accent, there's a little bit of... Yeah, so what happened... India is seen as an area for outsourcing. Has the history of being a call center of the world. I remember. Before getting this job, I had been to India twice. Once in 2002, and another times in 2007. 2002, India was a very hard country to visit, at least for me. I was 20 years old, and it was a discovery of a degree of poverty that I had never seen before. 2007, still some hard situations, but. Met a young couple about a little older than me. They were getting to be about 30. I was traveling with my sister, and they were working in a call center. And for them, they had made it. Being in a call center was being middle class. They had made it. Now, going back there, being in a call center is still a good job, but it's not making it. Now making it is doing what my colleagues do in Chargebee. It's being at a technical level, and it's being its own company. And so I think that India, kind of the way China can have a stigma attached to goods, but iPhones are manufactured in China, and nobody says, oh, this is bad Chinese manufacturing. So the same way that Foxconn can put out excellent mobile devices to the highest degree of standards in terms of hardware, Chargebee can put out the highest degree of software that exists, and that's what we do. Yeah, they're very good at software development. Yeah, exactly. So, but there is this baggage, this historical baggage of the image of India, and then always the difficulty. Accents can be difficult on the phone anyways, anytime, for comprehension. And since we take care of billing is a core function of any business, and when there's a difficulty with something in billing, people can get a little bit upset quickly. But then I come in and we take care of it. It's okay.
That's awesome. Yeah, that's good. So the technical part of Charge B, do you understand it too? Are you a software developer yourself? No, I'm not a software developer. I don't know how to write a line of code. But you do understand how the system works. I understand basically how the system works. When we do a demo with a customer who will need some, technical specifications, I make sure that we have The a CTO. sales engineer. Doesn't necessarily go up to the CTO, but a sales engineer who has more technical knowledge than I have. And Okay. I have to understand the product and what we do, but I Yeah. don't really have to understand how all the back end works and etc. Now, if a customer that's, let's say, a big corporation want to make some modification to the program, then you call the CTO. Generally, since there's a 12 and a half hour time difference, I'd first email. I would go to the CTO and the product manager, and ask them about it. And for our bigger customers, we try to take into account what they're doing. We can't do everything. One of the values that we bring as a product is that our product is sort of standardized, and so can work with a lot of different businesses. The more we start to make changes for individual customers, the more we complicate this sort of the code and the way it runs, and the less we'll be able to scale the product in the future. So it's better to keep it standard. Well, we try to, but at the same time, our customers' needs are obviously, if we're not answering, Individualized attention. yeah, they require it, and they deserve it. And so if we're not paying attention to what they need, then we're going to lose customers. So it's this balance that we find. See if it's appropriate or not. Yeah, and in which time. Okay, so sounds good. So let's go back a little bit to you. How have you adapted back to living in the United States? Do you like it here? So What do you miss? what do I miss? I miss two very Two different- there are three things that I miss. The first thing that I miss is my nephews. Oh, I have a 3.5 and a 9-month-old nephew, Oh. and I Best miss family. seeing them Best grow. Yeah, family. and they're just wonderful. So I miss them, and my friends also. But I really miss my nephews. The two other things that I miss are wine and bread. So people say, yeah, California has wine. Yeah, it does have wine, but It's not the same. I haven't found yet my sort of. I'm still looking. I'm going to give them a chance. But I like Bordeaux a lot, and I haven't found sort of my Californian equivalent yet. Bread is a big issue. They don't want to make it like in France. They don't. I finally found a couple bakeries in San Francisco. That's one of the nice things of being in San Francisco, who have bread Close. that lets me live until the next time I go to France. Other than that, I mean, life here is great. No, it's fantastic. I mean, San Francisco is it's Beautiful. very expensive in terms of real estate. We said it, we know it. Okay. Other than that, it is a city where there is constantly something going on. Mm-hmm. People are very open to inviting sort of new people into a social situation. Mm-hmm. I heard something here that I think is really interesting, that they say that Americans are peaches, which is that they're soft on the outside and hard on the inside. Oh, really? And Europeans, or French people especially, are walnuts. So we're hard on the outside and soft on the inside. And I think that there may be a degree of truth to that. In France, we say that there's a certain superficiality sometimes to American relationships. But when you arrive in a city and everybody is just extremely welcoming, versus I can't imagine somebody arriving in Paris without any ties. Making friends in Paris is very difficult. Making friends here happens every day, all the time. There's also this balance between nature and the city, where we're able to go out and do so many fantastic, you can go to Big Sur, you can go to Tahoe, you can go to Yosemite. There's so many very close. And just across the bridge, Muirwoods. Muirwoods is fantastic. The redwoods are there. It's lovely. So this city is full of activities. There's a very healthy lifestyle. I was never a morning person before. I like to stay up late at night and work at night. And now being here, I've become a morning person. Everybody goes to bed pretty early, and we wake up early, and it works well. So no, I'm really happy. So you adjusted to the food, to everything. Yeah, I mean the food. I cook a lot. So you I do your cook a own lot. stuff. Yeah, I do my own stuff. Everything grown here tastes different than grown in France because of the soil. Yeah. So the flour tastes different.
the grapes taste different and the fruit tastes different. No matter what you do to them, is because of a different soil. Yeah, there's nature does its thing. So we are different. We are different. There are differences, and we do get used to certain things. Everything is different, but we adjust. Yeah, and especially, I mean, San Francisco is not the United States, the way that New York is not the United States, the way that LA is not the United States. These are cities where there are these communities of people from. It's very, when you meet somebody from San Francisco, you say, oh, it's rare. Like somebody who's really from the city is very rare, and so the fact that everybody's from somewhere, and that that creates this sort of fun environment where we're. So you're able to connect with the French and with the Americans both ways. Yeah, absolutely. Yeah, so we do have a few French people you can meet, including myself. So that's good. First of all, I want to thank you also for giving me a ride. I think that was so nice of you that night. And that's because of you being open to help other people that you make friends, right? I mean, it comes also from you, because you open, so people open to you, and vice versa. I mean, it has to come from within also, right? Yeah, absolutely. I think there's something that we call in tech the flywheel, where it's this kind of virtuous circle that happens. And I think that I came here in September with a very sort of open, resetting sort of life and starting over, wanted to see what was happening here and if this is where I wanted to start over mentality. That openness led me to meet somebody who is now, my employer, and other great people who are now my friends. And so that just encourages you to be more open, and then the more open you are, then the more people you attract, open to you. and it just kind of works. And I've been having a I mean, great life. I am much older than you, probably 2 generations older than you, and I found out this is true in life. As soon as you do something for someone, they reciprocate. Yeah. It's when you close yourself in that nothing is happening. Absolutely. So you have to make that first step, and then people do all of a sudden say, oh, that person is doing something, or I'm going to do something for them. It's people open to people who are open, kind of thing. Yeah. It's awesome, yeah. There's this, I think there is a sort of reciprocal nature of human beings, of like, of a, we can either be sort of closed off and fearing each other, or we can start to be exchanging, and that's better. and well, I mean, it tends to be a situation where everybody's happier. It tends to be a situation where there's more peace, and and when human welfare sort of tends to increase is when we collaborate. We're social beings, Yes. and the more that we sort of work together, generally results in sort of And superior you're part results. of that process, Yeah. because you are working for a different culture, and you're doing okay. Yeah. Yes, it was very interesting to talk to you. I mean, whether it was about Charge B or about yourself, I think you're just to find out how all the cookie crumble, how the pieces fell together for you is awesome. So it was a very interesting interview. I thank you for taking the time to come for the French community. Thank you for having me. And I look forward to maybe see you again at a networking event. Yeah, great. Gladly. Thank you. Thank you.